Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, super. Est-ce que vous êtes contents d'être là? Super. Merci beaucoup d'être venus et merci aux retardataires aussi. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être là pour cette finale du concours d'éloquence inter-IAE. C'est vraiment un plaisir de voir chaque année de nouvelles personnes qui se lancent dans l'éloquence, qui parlent, qui osent prendre la parole parce que le plus dur, c'est de se lancer. Donc déjà pour ça, vous pouvez vous applaudir. Alors moi je suis Pierre, je suis le président de la Fédération francophone de débat du Nord, l'association qui regroupe toutes les associations d'éloquence de Lille. Et aujourd'hui vous avez été 47 candidates et candidats à venir de 14 villes différentes pour jouter, pour prendre la parole en public. Rien que pour ça, vous pouvez vous applaudir, encore une fois. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la présentation des différents orateurs et oratrices qui vont jouter pour cette finale. Tout d'abord, nous aurons Asma Amri de Nancy. La petite Asma est attendue en bas, s'il vous plaît. Asma sera donc à la positive sur le dernier sujet. À la négative, nous aurons ensuite David Kazmarek, s'il vous plaît. C'est bien, vous êtes déjà dans l'ambiance, donc continuez à monter comme ça. Nous aurons ensuite Sophie Kielruf de Nantes, s'il vous plaît. À la négative, face à elle, Robin Prével de Savoie-Mont-Blanc. Nous aurons ensuite Brian Seron de Valenciennes. Suivi de Aymen Merzougui de Nancy. Pauline Guillard de Savoie-Mont-Blanc. Antonin Barthélémy de Nantes. Et enfin, Cédric Talla de Aix. Et Lucas Ossine de Lyon. Le format de cette finale, ce sera une joute oratoire. Les candidates et candidats que vous allez voir passer tour à tour devant vous vont s'affronter à la positive ou à la négative sur un sujet qui leur est donné. La positive commencera par 30 secondes d'introduction, s'en suivra ensuite une introduction de 30 secondes de la part de la négative. Pendant les 8 minutes qui suivront, les orateurs et oratrices pourront parler librement, en se coupant comme bon leur semble. Et ensuite, la positive commencera par conclure pendant 30 secondes, puis la négative conclura pendant 30 secondes. C'est un petit peu compliqué. Est-ce que vous avez compris jusqu'ici? Parfait. J'ai eu plus de oui que de non, donc le non, j'entends pas. Voilà. Au niveau des règles, vous allez être jugé à 3,5 points sur l'argumentation, à 3 points sur la forme et à 3,5 points sur l'éloquence. Est-ce que les orateurs et les oratrices, vous êtes prêts? Oui? Super. Est-ce que le public, vous êtes prêts? Alors, personnellement, moi, je donnerais déjà la victoire à l'équipe qui a ramené des pancartes. Vous êtes géniaux. Et au t-shirt aussi, et au t-shirt quand même. Mais évidemment, ces joutes, elles seront jugées par un jury d'exception ce soir, qu'il va nous falloir présenter. On va vous demander de faire un maximum de bruit pour eux, parce que ce sont 3 hommes ce soir. Nous aurons d'abord monsieur David Daudruy, comédien au Conservatoire de Lille. Monsieur Olivier Descamps, journaliste et professeur de prise de parole en public.
Et enfin, Ilias Lemageb, qui est donc formateur à Eloquentia. Vous allez donc avoir les 5 sujets et les 10 orateurs et oratrices qui vont s'enchaîner devant vous. À la fin de tous les passages, je vais vous demander de rester dans la salle parce que le BDS, que je crois voir juste ici, a une animation de prévue pour vous. Donc, on vous fait confiance pour rester discipliné. Et avant de commencer, je tiens simplement à remercier les 47 candidates et candidats parce que forcément, il n'y en a plus que 10 devant vous. Mais prendre la parole en public, ça demande toujours énormément de courage, énormément de force, énormément d'efforts. Et pour ça, vous pouvez encore vous applaudir, on ne le fera jamais assez. Sur ce, je propose qu'on commence. Est-ce que tout le monde est prêt et prêt? Parfait. Alors dans ce cas, je vous propose de passer une très belle finale et que la meilleure ou le meilleur gagne. Pour le premier sujet, nous allons donc appeler Cédric Talla de Aix et Lucas Ossine de Lyon. Le sujet de cette première joute, ce sera « Il en faut peu pour être heureux ». À la positive, monsieur Cédric Talla, vous aurez 30 secondes pour introduire, après quoi je dirai à la négative d'introduire à son tour. Que le meilleur gagne, et vous pouvez commencer à la positive. Mesdames, Messieurs, chers jurys, cher public, rappelez-vous, il y a une dizaine d'années, un siècle pour d'autres, bientôt 8 heures, un matin de mai, ensoleillé, j'en suis sûr, même à Lille. Vous, enfants, vous étiez captivés par un écran. Et alors que vos parents vous exhortent de vous dépêcher, de terminer votre lait, la seule chose qui vous intéresse... La négative, vous pouvez introduire. Pardon. Il en faut peu pour être heureux. Voici une citation sortie d'une chanson enfantine qu'on voudrait maintenant nous donner en doctrine. Il faudrait écouter un ours imaginaire qui, semble-t-il, à tous les étages n'a pas la lumière, pour qu'il nous dicte notre façon de faire. Si le bonheur est le but de la vie, cet ours nous dit « Rester pauvre et démuni, cela suffit ». Même si on est de droite et qu'on est un abruti, deux choses totalement différentes, je ne vois pas en quoi nous pouvons être de cet avis. Vous pouvez vous couper. Très bien. Alors s'il vous plaît, mon cher contradicteur, éclairez ma lanterne face à votre thèse, je reste démuni. Merci. Messieurs, dames, vous avez face à vous un manipulateur. Oui, j'ose le dire. J'ai pas peur. Vous venez avec votre système de pensée erroné tenter de nous hypnotiser, nous faire croire que il faut beaucoup de choses pour être heureux. Mais vous, n'êtes-vous pas heureux lorsque vous recevez un simple bonjour, un merci, un au revoir? Et puis vous, cher public, vous avez sûrement des proches qui, je ne l'espère pas, malheureusement, sont sur un lit d'hôpital. Un simple bonjour, un simple merci, cela peut changer la différence, changer la donne pour une journée complète. Oui, je continuerai de le dire, il en faut peu pour être heureux. Très bien, cher contradicteur. Alors en effet, un merci, un bonjour, un simple sourire, effectivement, me rend heureux dans une certaine mesure et participe à mon bonheur. Mais quand vous parlez de ma thèse, je crois que vous faites erreur et que vous devriez plutôt dire notre thèse. Car mon cher contradicteur, alors non, ce n'est pas notre thèse. Je trouve que votre argument est fallacieux pour quelqu'un qui vient dans un costume aussi soyeux. Je vais encore plus loin et regarde à votre poignet, que vois-je? Une montre. Je commence vraiment à douter de votre façon de penser. Vous en faut-il vraiment peu pour être heureux? S'il vous plaît, cher contradicteur, si je regarde votre profil, vous avez fait une classe préparatoire, une licence, un Erasmus, un Master 1, un Master 2. Vous en faut-il vraiment peu pour être heureux? Effectivement. Faire une classe préparatoire, un Erasmus, je ne vois pas le rapport avec le fait d'être heureux. Est-ce forcément le résultat de mes notes académiques? Non. Tous les jours,
que j'ai eu à vivre, je les ai vécus simplement. En classe préparatoire, certes, avec des difficultés, certes, mais ce qui me rendait réellement heureux, c'était de pouvoir rentrer chez moi, voir ma famille, mes parents, partager des moments, des dîners ensemble. C'est ça, être heureux. Très si bien. pour vous, vous êtes matérialiste, je le vois bien, oui, vous avez le droit. La réussite pour vous ne se résume qu'à votre richesse matérielle. Le fait de cumuler des objets, peut-être même des belles voitures. Mais je comprends. Je vous comprends, vous. Mais encore une fois, ce n'est pas notre thèse, c'est votre thèse. Alors laissez-moi dire le contraire. Alors, je vous retourne la question, cher contradicteur. Est-ce que pour vous, le bonheur est le but de la vie? Simple question, répondez simplement par non ou par oui. Oui. Oui, le bonheur est le but de votre vie. Et si j'en tiens à votre thèse, il en faut peu pour être heureux. Donc, il vous en faudrait simplement peu pour votre vie, pour simplement faire votre vie et être heureux. Est-ce bien cela? Non. Alors, expliquez-moi, éclairez-moi. S'il vous en faut peu pour être heureux et que le bonheur est le but de votre vie, il vous en faut peu pour faire votre vie. Il en faut peu pour être heureux, mais vous tentez là de faire une vérité sans pour autant vous appuyer sur des faits. J'ai parlé de mon bonheur, mais qu'en est-il de leur bonheur? Je vois pas où vous voulez en venir. C'est simple, regardez. Vous pensez, vous voulez à travers votre argumentation, faire croire que ma vérité est celle des autres. J'argumente pour moi, certes, mais j'essaye aussi d'argumenter pour les autres. Et les personnes qui sont là, présentes, je sais qu'à travers leur système de pensée que vous tentez encore une fois de manipuler, vous ne pourrez pas, comment dire, chercher à les... Je crois que vous perdez un peu dans vos mots. Et vous parlez de faits, je vous ai évoqué votre parcours universitaire. Vous m'avez alors évoqué votre famille. S'il vous en faut peu pour être heureux, pourquoi ne pas simplement rester dans votre famille, à ne rien faire de votre vie, à rester là où vous êtes? Non, il vous en faut plus. Et vous savez pourquoi? Il vous faut plus de richesse, il vous faut plus de ressources, il vous faut plus de croissance. Pourquoi donc? Pourquoi? Il vous faut cela depuis votre naissance. Et vous savez pourquoi? Parce que vous êtes un homme et que c'est dans votre essence. Toujours plus de croissance. Cher auditoire, en Donc France, pour vous, la chaque croissance année, de l'homme, c'est 25 l'essence? millions de personnes commandent sur Amazon, avec 10 produits en moyenne commandés sur Amazon. Non, il ne vous en faut pas peu pour être heureux. Et vous le savez tous au fond de vous, nous voulons toujours plus, il nous faut plus de croissance car nous sommes des hommes et que c'est dans notre essence. Et vous êtes une parfaite réalisation de ça aussi avec votre montre, votre costume, vos Oui, chaussures. merci, Il ne j'ai vous en faut compris. pas peu, cher J'ai une montre, oui, bien Cher sûr. contradicteur, vous J'ai êtes- une montre. Est-ce que vous voulez Oh, connaître le prix de ma montre? Non, je ne pense pas. Pas nécessairement. Ce n'est pas utile, mais à travers votre argumentation, vous me faites penser à quelque chose, et j'en suis désolé, mesdames et messieurs, mais vous avez face à vous quelqu'un d'ingrat. Quelqu'un qui n'est pas capable d'apprécier les choses de la vie. Vous vous êtes levé aujourd'hui, quelle chance pour vous. Effectivement. Mais à travers votre texte, je n'ai pas l'impression que vous vous réjouissez de ça. Pour vous, tout ce qui compte, c'est la... Pardon, laissez-moi finir. Tout ce qui compte, c'est la croissance. Tout ce qui compte, c'est, oui, avoir plus, toujours plus. Effectivement, il ne m'en faut pas peu pour être heureux et si je perds ce concours en finale, alors je serai malheureux. Et osez me dire le contraire. Vous êtes simplement venu ici pour participer. N'avez-vous pas passé des heures à préparer votre texte pour arriver en finale? Il ne vous en faut pas peu pour être heureux. Effectivement, vous êtes un homme. j'ai préparé mon texte et pour vous le arriver savez. en finale, c'est vrai. Nous avons tous préparé de textes, chers orateurs et oratrices, que nous aimerions et que nous avons eu l'occasion pour certains de dire. Sauf que moi, ce qui m'a rendu heureux, ce n'est pas forcément le fait d'arriver en finale. Ce qui m'a rendu heureux, c'est d'avoir d'autres orateurs qui sont venus me voir après pour me dire « Cédric, j'ai aimé ton texte ». Le simple « j'ai aimé ton texte », c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être face à toi et de me dire que je gagne ou que je perde, oui, je serai heureux. Alors si pour toi, être heureux, c'est forcément gagner, si pour toi, être heureux, c'est de tout avoir directement, pourquoi es-tu là? Tu aurais tout simplement pu dire « Oui, je ne veux pas passer, je veux juste gagner. » C'est tout. Et c'est totalement ce que je fais. Je suis ici pour la victoire car je suis un homme et que je veux, il ne m'en faut pas peu. Et c'est également pour ça que tu participes à des concours. C'est la naissance de l'homme, c'est l'histoire de l'homme. Nous sommes passés de l'âge de pierre à l'âge de feu, du feu à la lumière et nous ne faisons pas la paix mais nous sommes constamment en guerre pour à chaque fois chercher à conquérir d'autres terres. Nous sommes des hommes, il ne nous en faut pas peu, il nous en faut plus.
Il en faut plus pour être heureux et toujours, et ça depuis la naissance de l'homme. Alors, Vous ne pouvez pas contredire cet argument. Comment expliquez-vous que des hommes et des femmes puissent vivre avec très peu de moyens, parfois un seul repas par jour, et pourtant vous pouvez voir sur les sourires des sourires sur le visage des enfants? Alors, si ces personnes se disent heureux, alors pourquoi continuons-nous à jouer au loto? Parce qu'il nous en faut plus, il nous faut rêver, et on ne se contente pas de ce qu'on a. Je suis désolé, mais quelqu'un qui n'a qu'un seul repas par jour ne joue pas au loto. Sauf si vous préférez jouer au loto que manger. Mais vous avez d'autres priorités. Alors là, je suis vraiment désolé. Une seule question. Est-ce qu'une personne avec un seul repas par jour se contente de ça et se dit très bien, je vais rester toute ma vie avec un seul repas par jour, ou est-ce que cette personne n'essaye pas La question n'est pas d'avoir un seul repas par jour. Ce qui intéresse, c'est le sujet. Je vous dis que ce type de personnes-là, certes, elles n'ont qu'un seul repas par jour, mais ces personnes-là sourient. Ces personnes-là sont heureuses. Et c'est ça le plus important. Mais alors pourquoi? La positive, vous pouvez conclure. Mesdames, Messieurs, je conclurai en disant que nous vivons dans un monde où des gens s'accaparent les richesses, pendant que d'autres n'ont même pas un verre d'eau pour apaiser leur soif. Or, je suis persuadé que le monde est tel qu'il est et il ne va pas mal. Et aujourd'hui, vous et moi, je l'espère, nous continuerons à lutter pour les choses simples. Car être heureux, ce n'est pas tout avoir. Être heureux, c'est n'avoir besoin de rien d'autre. Merci. J'espère, cher auditoire, vous avoir convaincu de mon point de vue. Être heureux avec peu, voilà pour moi une thèse sans fondement et très difficile. Non, il ne nous en faut pas peu, il nous en faut plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes dans un concours et que nous nous bataillons les uns contre les autres. C'est l'histoire de l'homme, nous sommes ici en 2024, toujours à nous battre pour essayer d'évoluer. J'espère que vous aurez pu le constater aujourd'hui dans cet amphithéâtre. Merci beaucoup, messieurs, pour cette première joute. À présent, nous allons passer au deuxième sujet. Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. À la positive, nous aurons Pauline Guillard de l'IAE Savoie-Mont-Blanc. Et à la négative, nous aurons Antonin Barthélémy de l'IAE de Nantes. 30 secondes d'introduction. Madame Pauline Guillard, vous avez la parole. Bonjour mesdames et messieurs. Dans les films Disney, les méchants ne flanchent jamais. Ils maintiennent leur position, ils sont certains, alors que le héros passe par tous les états. C'est les doutes qui forment le personnage, et on remarque que la certitude est une faiblesse, est un délire. Ainsi, le doute est sage et la certitude est destructrice. C'est une forme de folie. Merci. Mesdames, Messieurs, j'aimerais commencer mon discours non pas par citer du Disney, mais par vous avouer quelque chose. J'ai failli perdre ce concours. Oui, mesdames et messieurs, devant ce sujet, qui est à ma foi assez compliqué, j'ai douté. J'ai beaucoup douté, à quasiment n'avoir aucun argument. Donc, Madame Guillard, j'aimerais vous poser une question. En autorisant les gens à douter, vous autorisez qu'ils ratent leur vie, qu'ils ratent pour ceux auxquels ils aspirent. C'est ma question. Je ne pense pas. Ah, pardon. Vous pouvez me couper. Je ne pense absolument pas que ce soit le cas. En effet, le doute permet de réfléchir, d'avoir une pensée. La certitude, elle, si vous étiez sûr de gagner ce concours, peut-être que vous ne seriez pas là aujourd'hui. C'est le doute qui vous a permis d'avancer. C'est le doute qui vous a permis d'envisager différentes possibilités. C'est grâce au doute que vous êtes ici. Madame, vous me dites que le doute nous permet d'avancer. Oui. Mais j'ai une question à vous poser. Dites-moi. Avez-vous déjà raté votre train? Un train, un moment, un bus Oui, ou quelque bien chose comme sûr. ça? Évidemment. Il y a un train dans la vie qu'il ne faut pas rater, c'est celui de la vie. En doutant, mesdames et messieurs, vous n'entrez pas dans ce train, vous avez peur, vous tremblez et vous ratez votre arrêt. Vous êtes là à stagner. Et donc je suis désolé de vous le dire comme ça, mais en doutant, vous n'avancez pas.
Vous procrastinez comme si vous étiez sur votre téléphone. Par exemple, des fois, devant mon devoir de philosophie, j'ai douté, je suis allé sur Instagram pour moins douter, pour me rassurer, mais je n'ai pas avancé. Donc madame, c'est quasiment un crime ce que vous êtes en train de faire là. Vous gâchez la vie des gens, vous les détruisez. Qu'avez-vous à dire là-dessus? Très bien, je pense que c'est un tout petit peu exagéré. Pour moi, le doute n'est pas égal à la peur. Il faut faire la différence entre ces deux valeurs. Le doute, c'est ne pas être certain, c'est ne pas se fermer l'esprit, ce n'est pas aller dans une thèse à fond et ne jamais pouvoir la réfuter. Le doute, c'est ce qui permet d'envisager les possibilités. Et quand je parlais d'avancer, ce n'était pas avancer physiquement. Avancer, bien sûr, avancer. Ça n'a dans la rien de vie. physique, vous n'avez peut-être mal compris mon argument, mais là c'est le train de la vie, c'est imagé, c'est le fait d'avancer dans sa vie, de grandir, de devenir meilleur. Et j'ai quelque chose à vous dire, en petit aveu, je pense que mes amis en première année aujourd'hui me rejoindront. Devant Parcoursup, j'ai douté. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Je réfléchissais entre les IEP, la prépa ou bien l'IAE, je ne savais pas quoi faire. Je n'avais pas peur de mon avenir, non, mais j'étais en train de douter. Et ce doute m'a fait tomber tellement bas que j'étais devenu ce que je détestais. J'étais stressé, paniqué, anxieux, désagréable. Je n'ai jamais dit que le doute faisait peur, comme vous me l'avez peut-être sous-entendu. Sans ces émotions-là, il m'a rendu fou. Sans ces émotions-là, vous ne seriez pas ici. Et sans ces émotions-là, vous ne seriez pas humain. Ces émotions, les émotions sont naturelles à ressentir. Les émotions, c'est ce qui nous fait vivre. Les émotions, c'est ça qui nous fait qu'on est ici. Si vous n'aviez pas ces émotions, comment est-ce que vous seriez ici? Je ne me dis pas que sans ces émotions-là, je n'aurais pas été là. Ce que je veux dire, c'est que mon premier vœu que j'ai mis sur Parcoursup, et c'est vrai, c'est l'IAE de Nantes, parcours international. Je m'imaginais déjà ici, j'étais sûr de moi. Puis j'ai commencé à douter, à réfléchir à la prépa, à Sciences Po, etc. Mais finalement, j'ai fini là où j'étais. Et j'aimerais rejoindre une certaine pensée. Derrière le doute se cache toujours une certitude, mais elle est juste très bien enfouie. Donc, mieux vaut être certain et peut-être se tromper que de douter et ne rien faire. Et oui, vous avez raison. Derrière le doute, il y a des certitudes. 1 + 1 est égal à 2. Je pense que personne ne peut faire mieux. Mais oui, le doute est fondé sur des certitudes. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit oublier le doute et tout baser notre théorie sur des certitudes. Si nous avions seulement des certitudes, nous ne pourrions rien rechercher. Nous serions certains de notre projet, jamais plus d'informations. Je suis d'accord. Et madame, vous le voyez, vous êtes en train de douter. Vous êtes en train de douter face à ce que vous êtes en train de dire. Et j'aimerais vous dire quelque chose par rapport au doute, toujours. C'est que je me dis qu'il faut mieux être certain, toujours avancer, aller droit au but, et après être certain que l'on s'est trompé pour changer de voie, parce que l'on peut toujours faire quelque chose. Et si l'on s'est Si trompé, par exemple c'est je qu'il y avait m'étais du doute. trompé, excusez-moi, laissez-moi finir, je vous laisserai continuer. J'aimerais vous dire quelque chose. Je suis en train de me réorienter, je suis en train de réfléchir puisque ça ne me plaît pas, et je suis certain de ce choix. Pourtant, je ne regrette pas d'avoir avancé, d'avoir continué à faire de ma vie, puisque si j'étais toujours en train de douter, je serais assis chez moi, en train de jouer. Très bien. Je vais revenir sur votre argument de Parcoursup. Si vous étiez certain que vous vouliez l'IAE de Nantes, aujourd'hui vous ne l'êtes plus. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette certitude? Des doutes l'ont envahi et ça vous a permis de vous reconvertir. Si on prend Parcoursup encore une fois, combien de vœux aviez-vous mis sur Parcoursup si vous étiez certain que vous vouliez votre IAE de Nantes? Alors, je voulais mettre l'IAE de Nantes dès le départ. Cependant, j'ai un père, conseiller d'orientation. Il m'a ouvert sur toutes les portes et il m'a instauré un doute. C'est lui, en partie, même si j'adore mon père, qui m'a rendu fou. Il m'a fait tomber dans la folie alors que je savais exactement ce que je voulais faire. Puisque à ce moment-là, j'étais persuadé que je voulais travailler à l'international, que je voulais faire de la finance, etc. Et je me suis rendu compte, je suis devenu certain, en rejoignant les tribuns, parce que j'étais sûr que je voulais faire de l'éloquence, que ça ne me convenait pas. Donc vous admettez que sur Parcoursup, si jamais votre père n'était pas là, vous auriez mis qu'un seul vœu, le vœu de l'IAE de Nantes, et vous étiez donc certain d'être pris, même si, à ma connaissance, ce projet est plutôt... sélectif, je vous l'avoue. Je vous ai Exactement, coupé les mots le de la doute. bouche puisque vous étiez encore en train de douter et vous avez failli tomber dans la folie. Mesdames et messieurs, ne soyez pas fous. Pour revenir à cet argument-là, j'ai regardé les quotas. Je ne veux pas dire que je suis avantagé, mais certains dans cette salle l'auront déjà compris, je viens de Prague, du lycée français de Prague. Et il est vrai, les facs, les IAE ont des quotas et doivent faire rentrer des élèves internationaux. J'ai regardé l'an précédent, 2 élèves étaient rentrés et ils ont une moyenne de, je crois, 5 à 10% qui
excusez-moi de ces chiffres imprécis, d'élèves internationaux. Donc j'étais quasiment sûr de rentrer. Et je le savais. Quasiment, le doute. Encore une fois, le doute, monsieur Malaise. Je suis d'accord, puisque derrière ce petit doute se cachait une certitude, sauf que Et le doute je n'est voulais donc pas avoir la l'air folie. humble, mesdames et madames, je voulais être sûr, encore une fois la sûreté, je voulais être sûr d'être humble et de ne pas passer devant vous pour un être arrogant, ignoble, ignare, désagréable, trop sûr de lui. Très bien. Passons à un autre point. Le Je doute, vous écoute. c'est le premier moteur de la connaissance. C'est une volonté de faire mieux. Et s'il y a de certitude, il n'y a pas besoin de recherche, il n'y aurait pas de méthode scientifique, il n'y aurait pas, puisque, si je peux vous rappeler, Karl Popper a donc admis que l'hypothèse, la science devait être réfutable. Réfutable, donc c'est-à-dire qu'il devait y avoir des doutes. Sans elle, nous penserions encore que la Terre est plate. Madame, j'ai une question à vous poser. N'est-ce pas la folie? Vous venez de citer du coup Karl Popper, mais vous cachez votre doute derrière cette citation pour avoir l'air sûr, pour convaincre votre jury, puisque c'est ça l'éloquence, c'est l'art d'avoir toujours raison, c'est l'art d'être sûr. Donc vous cachez ce doute-là pour peut-être avoir l'espoir de gagner. Je ne suis pas sûre de moi. Je n'ai pas fini. Je vous l'avoue, je ne suis pas sûre, j'ai des doutes Mais et c'est j'aimerais- pour ça que je suis ici. J'aimerais vous demander, parce que je n'ai pas bien compris votre citation, de la reformuler avec vos propres mots. Très bien. Ce n'était pas une citation d'ailleurs. C'était Je n'ai mes pas mots. bien compris. Vous aviez l'air sûr de vous. Très bien. Alors, si nous reprenons Karl Popper. Karl Popper, avant lui, on pensait que toute théorie scientifique, tant qu'elle était vraie, tant qu'on pouvait la vérifier avec nos yeux, elle était fondamentalement vraie. Après Karl Popper, on a émis qu'une hypothèse, elle doit être réfutable pour qu'elle soit scientifique. Que si jamais nous ne voyons que des signes blancs dans un lac, ça ne veut pas dire que tous les signes de tout le monde entier sont blancs. Il y a des signes noirs et c'est à partir de là qu'on a vu que tous les signes n'étaient pas pareils. C'est la réfutabilité de l'hypothèse qui est Madame, importante, c'est les madame, doutes qui est important. Vous m'obligez à boire tellement vous m'asséchez la gorge de par vos bêtises. La J'aimerais vous positive, dire quelque vous pouvez chose. conclure. Très bien, Je vous laisse conclure. merci. Avec mon expérience personnelle, oui, j'ai vécu longtemps à l'étranger, j'ai vu différentes cultures, j'ai vu le monde entier. En France, nous avons des certitudes. Dans d'autres pays, nous avons des certitudes. Mais si nous voyons le monde dans son entièreté, dans sa globalité, nous voyons qu'en fait, ces certitudes sont contraires. Elles ne se complètent pas. Chacun a sa vérité et chacun a ses certitudes, mais en fait, qu'est-ce qui est de plus certain que le doute? Merci. Mesdames, Mesdames, Messieurs, je n'ai pas écrit de conclusion puisque je ne doute pas, je suis certain. J'aimerais revenir à mon exemple du train pour vous dire, et je vais rester sur cet exemple-là, pour vous dire que douter vous fait rater votre train de votre vie, vous fait stagner. Alors soyez sûr de vous, à la place de douter, vivez. Merci. Merci beaucoup pour cette deuxième joute verbale. À présent, nous allons accueillir la troisième joute. Être jeune, c'était mieux avant. À la positive, nous aurons Brian Seron de Valenciennes. Pour lui répondre, nous aurons à la négative Aymen Merzougi. La positive, vous avez 30 secondes pour introduire votre propos à partir de maintenant. Mesdames, Messieurs, chers jurys, chers contradicteurs, permettez-moi de vous emmener dans un voyage à travers le prisme de la jeunesse. Oui, le sujet « Être jeune, c'était mieux avant » peut sembler chargé de nostalgie et surtout de regrets. Cependant, je vous invite à considérer cette affirmation sous un angle positif. La jeunesse, ce temps d'exploration, de découverte et d'audace, est une époque où les rêves prennent leur envol et où les possibilités sont infinies. Dans cette discussion, je mettrai en lumière les nombreux aspects de la jeunesse d'hier qui, elle, La étaient mieux avant. négative, vous pouvez introduire. Mesdames, Messieurs, membres du jury, je vous remercie pour cette opportunité de débattre sur un sujet aussi intéressant. Être jeune, c'était mieux avant. Une assertion qui évoque une nostalgie bien ancrée dans notre société. Et je suis là pour vous offrir une perspective différente, celle qui affirme que non.
Être jeune, ce n'était pas mieux avant. Ça fait d'ailleurs 2000 ans qu'on le répète, il serait temps de passer le balai. Merci. Commençons alors avec la distraction technologique. Tous les jeunes actuellement sont obnubilés par TikTok, je ne vous fais pas dire. TikTok, les smartphones, tout ça, le cerveau, ça fond. Avant, nous avons plus de temps pour interagir, pour construire de vraies relations entre citoyens. Explorer la nature, lire des livres. Est-ce qu'on y est autant qu'avant ? Au témoin d'un doute, quand vous parlez du terme avant, est-ce que vous faites référence au avant de Germinal d'Émile Zola, où les enfants étaient forcés de travailler à la mine jusqu'à cracher un noir aussi profond que les idées les plus sournoises de Jack l'Éventreur ? Ou est-ce qu'on est en train de parler de l'avant des Misérables de Victor Hugo, où Cosette devait attendre sous la table nappée qu'on lui donne des restes et des os ? Ou bien est-ce qu'on se cantonne uniquement à votre enfance ? Je ne me contente pas de mon enfance, mais plutôt de celle de mes parents. Ceux qui peuvent raconter comment c'était avant, car sinon, nous n'avons pas de vraies preuves humaines. D'accord, très bien. Donc c'était mieux avant, je l'entends bien, mais si vous êtes nostalgique de l'avant, et vous parlez également de vos parents qui ont pu vous raconter, même vos grands-parents peut-être s'ils ont vécu la guerre, également, vous êtes... oui. D'accord. Dans ce cas, vous êtes nostalgique de quoi exactement? Est-ce que vous êtes nostalgique des inégalités? Est-ce que vous êtes nostalgique des guerres? Est-ce que vous êtes nostalgique du sexisme? Et par-dessus le marché, j'aimerais savoir si c'était mieux avant. J'espère que vous serez prêt à prendre les armes demain. Ça tombe bien car on s'écarte du sujet, je parle surtout de la jeunesse en fait, on ne parle pas de comment c'était avant. Donc je veux parler justement de pression sociale. Actuellement, avec les téléphones par exemple, et donc Internet et les réseaux sociaux, nous devons nous concentrer davantage sur nos profils et se comparer avec les autres. Et ainsi naît la pression sociale. Avant, il n'y avait pas cette pression. Nous devions nous concentrer davantage sur la passion et les intérêts, sans craindre le moindre jugement ou même la comparaison avec les autres. Je parle non ici de nostalgie ni de regret, mais comment c'était avant, comment c'était mieux avant. Je comprends mieux, merci. Je vous en prie. Du coup, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous vous limitez à l'état mental de ce que c'était avant ou est-ce qu'on parle de l'état physique et l'état réel? Parce que vous parlez de social et je pense qu'il est essentiel de se rappeler par exemple la notion de mobilité sociale de Pierre Bourdieu qui nous permet de passer d'un groupe à un autre. Et finalement, c'était très compliqué autrefois. Lorsqu'on était dans le temps des rois, on naissait au tiers-état, on restait au tiers-état. Lorsqu'on était bourgeois, on conservait notre bourgeoisie. En quoi c'était mieux avant? C'était mieux avant car nous n'avions pas le choix. Et donc nous devions rester littéralement dans notre structure sociale, comme vous le dites, et donc nous n'avons pas d'autre chose à penser en fait. Parce que c'est mieux quand on n'a pas le choix? Peut-être que c'est mieux, peut-être que ce n'est pas mieux, mais en tout cas nous n'avions moins à penser. Et moins à penser égale être tracas, être dans... voilà. Et donc, voilà. D'accord, très bien. Moins de stress, via point S. Si vous pensiez que c'était mieux avant, pour la jeunesse, j'ai une question qui nous permettra de vaciller vers un autre point. Comment est-ce que vous justifiez l'absence d'accès à de nombreuses éducations à travers l'histoire, puisque c'était mieux avant? À travers l'histoire pour les jeunes? Oui, on parle bien des jeunes. Oui. Pour les jeunes à travers l'histoire, l'accès à l'éducation. Je ne pense pas que ce soit le sujet d'aujourd'hui de justement justifier le fait qu'il n'y ait pas d'éducation pour les jeunes ou une inégalité d'éducation. D'accord, vous pensez que les jeunes font du tricot? Non. Ils vont à l'école? Oui, ils vont à l'école, effectivement. Et il y a une fois où on devait faire un choix entre aller à la mine et aller à l'école, et ça ne relevait pas de nous, ce choix. Ça relevait de notre famille, ça relevait de notre argent, ça relevait de nos capacités, de la sensibilité que nous avions à l'éducation. Je ne suis pas convaincu d'être hors sujet par rapport à ce que j'avance. Peut-être que vous avez raison, mais il y a un autre point qui est plus intéressant, celui de la sécurité. Avant, nous étions dans la sécurité. Pour exemple, est-ce que maintenant, vous laisseriez vos enfants ou même vos petits frères et sœurs dehors toute la journée? Sachez que le taux de criminalité était de 14% en 1949 contre 62% en 2005. De quoi dire, nous sommes dans une pleine insécurité.
On parle de statistiques? Vous savez quand a été créé l'INSEE? C'est selon Interstat. D'accord. Selon la direction générale de la police. Je me permets de vous poser la France. question parce que je ne suis pas convaincu de la véracité des statistiques de 1840. Si vous me le permettez. 1949. 1949. Je serais un peu plus convaincu d'avoir des chiffres plus solides, plus actuels. Et ça m'amène à vous poser une deuxième question, puisque vous parlez de sécurité. Est-ce que vous pensez réellement que les jeunes autrefois étaient mieux lotis lorsqu'ils étaient soumis à des conditions de travail dangereuses? Vous qui parlez sécurité. Est-ce qu'ils étaient mieux lotis? Sûrement pas. On est bien d'accord. Effectivement. C'était pas mieux avant. Mais dans les relations créées entre les personnes, l'interaction entre humains, est-ce qu'on n'a pas perdu l'humanité chez les jeunes? Est-ce que vous connaissez votre voisin? Oui. Il y a des personnes ici présentes qui ne connaissent sûrement pas leur voisin, qui se ne souviennent même pas du dernier TikTok qu'ils ont vu. Vous savez, la connectivité, je pense que ça ouvre les portes à la culture, ça ouvre les portes au savoir. Et je ne pense pas que ce soit aussi jouissif d'entretenir des relations épistolaires un peu comme Madame de Sévigné. Ce serait un peu plus pratique de s'envoyer des pigeons pour s'écrire? Je comprends pas. J'ai l'impression que la connectivité, elle nous permet de rester en contact. J'ai un ami qui a fait Erasmus et il voit régulièrement son ami qu'il a rencontré à Erasmus grâce finalement à cette connectivité. N'êtes-vous pas d'accord? Est-ce que le portefeuille de ces relations est aussi fort qu'avant? Le nombre de relations qu'il présente sont-elles autant puissantes qu'avant? Avant, nous pouvions discuter avec d'autres gens sans forcément ne s'enfermer sur nous-mêmes. Et ainsi, nous pouvions construire notre connaissance de soi. Enfin, nous pouvions surtout ne pas être soi-même lorsqu'on était une femme, lorsqu'on était noir à une certaine allée, lorsqu'on était lesbienne, lorsqu'on était gay. J'ai quand même l'impression que c'est plus intéressant aujourd'hui d'être jeune, non? Pourquoi être jeune maintenant est-ce mieux intéressant? Nous avions la pression pour la structure sociale, par exemple, en parlant de mobilité sociale. Une personne qui provient justement d'un milieu défavorable s'inflige une pression extrême. Tandis qu'avant, il n'y avait pas cette pression et donc moins de choses à penser. Et c'était mieux. Il n'y avait pas cette pression avant? Non, il n'y avait pas cette pression puisque forcément il était dicté par un destin. D'accord, je suis quand même convaincu que quand on a le choix, c'est beaucoup mieux. Et je ne suis pas convaincu que c'est agréable d'être l'enfant d'un esclave, par exemple. J'entends bien ce que vous dites, mais est-ce que finalement il n'y a pas une perte de sens ici présent? Avant, nous n'avions qu'un seul chemin. Maintenant, nous en avions plusieurs. Est-ce que finalement... Vous pouvez conclure. La positive, ok. Donc, être jeune, c'était mieux avant. Entre la technologie qui aveugle la jeunesse d'aujourd'hui, l'insécurité, les relations personnelles appauvries, oui, je vous le dis monsieur, être jeune, c'était mieux avant. Bien, de mon côté, je pense que ça ne devait pas être si exaltant d'être jeune et noir en 1750, quand l'esclavage n'a pas encore été aboli. Ça ne devait pas être mieux d'être jeune et d'être une femme en 1870, lorsqu'on était encore incapable civilement. Et ça ne devait pas être plaisant d'être jeune et espérer à l'école d'aller à l'école avant 1882, lorsque vous désiriez apprendre et vous émanciper. Je pense par contre que c'est jouable d'être jeune aujourd'hui, d'avoir un stylo entre ses doigts et d'écrire sa propre destinée. Merci. Vous l'avez compris, c'est à présent la 4e joute qui va démarrer. Parle-t-on pour ne rien dire? À la positive, nous aurons Sophie de l'IAE de Nantes.
Et pour lui répondre, nous aurons à la négative Monsieur Robin Chaise, cette fois, de l'IAE Savoie-Mont-Blanc. La positive, vous avez 30 secondes pour introduire. 2018. C'était l'été, il faisait beau, il faisait chaud, mais j'étais triste, si triste, parce que Dark Vador, ma poule adorée, venait de mourir. Voyez-vous, durant ces quelques instants, vous m'écoutiez avec attention. Pourtant, est-ce que mes propos résonnaient en vous? Non, car j'ai parlé pour ne rien dire. Car oui, le propre de l'homme est de ne parler pour ne rien dire. Merci. Peut-on parler pour ne rien dire? Non. Autrement dit, nous parlons pour dire quelque chose. Le langage est à la fois le bien le plus précieux et le plus dangereux qui a été donné par l'homme, selon Friedrich, un poète allemand. Nous allons avoir l'occasion cet après-midi du coup, que dis-je, le privilège de vous entendre, vous exprimer. Vous exprimer, peu importe ce que vous allez dire. Je vais vous couper parce que là, vous êtes totalement en train de prouver mes propos. Vous ne parlez pour ne rien dire. Regardez autour de vous. Qui vous écoutez? Je vous ai vu, mademoiselle, et parler sur votre téléphone, à envoyer des textos. Je vous ai vu, monsieur, assoupi sur votre table. Et je vous ai vu, madame, parler à votre voisine de droite. Personne ne vous écoutait parce que vous ne parlez pour ne rien dire. Votre parole n'a pas eu d'impact assez résonnant pour les faire réagir. Très bien. Permettez-moi de vous couper aussi. Vous parlez pour dire quelque chose, j'ai bu vos paroles. J'ai bu vos paroles et peu importe ce que vous allez me dire, je vais vous écouter. Je vais vous comprendre. Peut-être pas partager votre opinion, il est vrai. Mais je vais vous écouter parce que vous parlez. Vous parlez, c'est l'essence même. Dire, c'est émettre un son. Émettre un son, c'est communiquer. Je ne suis pas d'accord avec vous. Ce que vous venez de dire n'a aucun impact, ça ne m'a pas touché, ça ne m'a pas fait réagir. Ce que vous m'avez dit ne m'a pas touché, ce que vous avez dit ne m'a pas impacté. Je n'ai pas ressenti d'émotion et ce que vous avez dit à nouveau ne servait à rien. Est-ce que vous vous rendez compte que lorsque je prends le temps de bouger mes mains, de réagir à travers mon visage, j'ai un impact sur vous? Donc ce ne sont pas mes mots, ce ne sont pas mes paroles qui veulent dire quelque chose. C'est ma manière de réagir, ce sont mes émotions, c'est mon corps qui veut dire quelque chose. À travers votre corps, vous communiquez. Vous communiquez et vous communiquez devant un public aujourd'hui tout à votre attention. Ce public, la communication verbale, il est le moyen par lequel un humain échange des idées, des informations. Vous me parliez tout à l'heure d'émotions, venons-en. Ça peut faire écho au plaisir de converser, de partager des anecdotes drôles, comme votre poule, des expériences. Votre poule, venons-en, il s'agit là d'une anecdote drôle que j'ai écoutée. Ce n'est pas quelque chose qui me transcende, mais elle vous a impacté, cette poule. Alors, messieurs, dames, je vais prendre un exemple simple. Les enfants. Les enfants, les nourrissons. Ils sont là. Ils pleurent, beaucoup. Mais ils tentent de nous partager quelque chose. Alors effectivement, ça ne veut rien dire. C'est des chouinements. Ce sont leurs émotions à nouveau. C'est des chouinements. Leurs émotions. Une émotion, c'est le fait de parler, c'est le fait de dire quelque chose. Le nourrisson, lorsqu'il pleure, il parle? Non. C'est différent, c'est une communication. Un nourrisson exprime ses émotions. Et c'est par ses émotions, c'est par ses pleurs que vous le comprenez. Les émotions font partie de la communication. Aujourd'hui, à travers, et on le sait bien, car on est en concours d'éloquence, à travers les fluctuations, le rythme, etc., cela crée des émotions, cela partage quelque chose. Cela fait partie, bien évidemment. La définition de la parole dans le Larousse, c'est émotion. Pas du tout. La parole dans le Larousse, je pense que ce serait l'accumulation de mots. C'est l'accumulation de mots qui fait une parole. Ce n'est pas les émotions qui définissent une parole. D'accord, si vous décidez d'aller dans le plus explicite, alors, parler pour ne rien dire, dire quelque chose, parler, il s'agit là d'une communication.
Et voilà. J'aimerais bien vous faire Alors, non, si, aller au-delà de mes propos et pas seulement parler d'émotions, parce que un truc que je tiens à dire et qui me tient à cœur devant vous, c'est aussi de souligner l'importance des actions et pas des paroles. Parce qu'aujourd'hui, on accorde trop d'importance aux paroles. Les politiques parlent, mais personne n'agit. Alors, dans une situation où il y a le réchauffement climatique, des guerres, ce sont les actions qui ont de l'importance. Ce sont ces militants qui vont dans la rue Absolument. et qui... Les politiques, venons-en l'importance. si vous le souhaitez. Les politiques, on ne peut pas parler et ne rien dire en même temps. Vous êtes d'accord avec moi? Un politique qui ne parle pas, ne s'exprime pas, alors il ne peut pas en même temps rien dire. Je vous dirais que ce n'est pas le politique qui a le plus d'impact dans notre vie, mais ce sont ces personnes qui se lèvent le matin pour aller au travail qui ont un impact. Ce sont ces personnes Absolument. qui militent qui ont un travail. Ces politiques qui parlent pour ne rien dire, concrètement, aujourd'hui, n'ont pas d'impact dans nos vies. Ceux qui ont concrètement un impact, c'est notre copine qui a écouté nos secrets, c'est notre copine qui nous a aidés à nous relever, c'est notre amoureux qui nous prend dans ses bras. Ce sont les actions des personnes qui ont un impact et pas les paroles qui ont un impact dans notre vie. Ces fameux secrets dont vous parlez, cela ne vous impacte peu. Il s'agit là d'un small talk ou peu importe. Pour vous, ce n'est pas quelque chose de cohérent. Cette personne a parlé pour rien dire. Vous l'avez écoutée. Vous l'avez écoutée, vous avez tenté de la consoler. Je vous dirais que je ne l'ai pas écoutée. Parce que je vais vous raconter mon histoire à nouveau, pas par égocentrisme, mais pour vous faire réfléchir. Je l'ai déjà expliqué lors d'un discours, lors de cette éloquence. En 2020, l'Australie brûlait et ça m'a touchée. Ça m'a touchée parce que mon monde partait en fumée. Et ça m'a touchée parce que je voyais ces politiques. Et pendant longtemps, j'ai écouté ces politiques parler. J'ai écouté ces politiques dire qu'ils feraient des actions, qu'ils réagiraient. Mais ils ne réagissaient pas. Alors, j'ai décidé d'aller au-delà des paroles. Et j'ai agi. Je me suis engagée dans une association. Oui. Et c'est lorsque j'ai agi que je me suis sentie vivre. Et c'est lorsque j'ai agi que j'ai servi à quelque chose. Mais ces paroles dont on m'a parlé... On parle des paroles. Oui, et je tiens à vous dire justement que ces paroles ne veulent rien dire. Ce qui veut dire quelque chose, ce sont les actions. Et c'est les actions et c'est les silences qui veulent dire quelque chose. Ce ne sont pas les paroles. Ça n'a rien à voir avec les paroles, madame. Si. Non, une action est différente d'une parole. Venons-en aux émotions comme tout à l'heure. Une émotion, pour moi, c'est une façon de communiquer. Les actions, c'est une façon de communiquer. Aujourd'hui, si je fais un pas devant vous et je cherche à vous intimider, c'est une action. Non. Et cette action a une parole. Tout ça pour dire que communiquer, il y a quand même plusieurs façons de communiquer. Les émotions, les actions, j'en suis d'accord avec vous. Mais venons-en à la parole. Car vous m'avez dit tout à l'heure que les émotions ne faisaient pas partie de cela. Or, j'estime qu'une parole peut aussi être transmise avec des émotions. Mais si on vient plus à terre, la parole, peut-on parler pour ne rien dire? Veut tout et rien dire à la fois, à savoir que c'est impossible, on ne peut pas parler et ne rien dire en même temps, madame. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire, reprendre le sujet et parler, oui. Pour ne rien dire. Non. Vous me le prouvez devant moi. Non, madame, je parle et je vous transmets quelque chose. Vous ne partagez pas mon opinion, c'est l'essence même de ce débat aujourd'hui. Mais je tente de vous faire passer quelque chose. Ce que vous me transmettez, c'est le fait que vous ne dites rien. Vous tentez de parler, mais vous n'arrivez pas à vous exprimer. Lorsque vous allez avoir de l'impact, à nouveau, je le répète parce que ça me tient à cœur, c'est lorsque vous allez exprimer vos émotions. C'est lorsque vous souriez, c'est lorsque vous agissez avec vos mains, c'est vos actions. Mais ce n'est pas la parole qui m'importe, c'est la manière de le faire. Ce n'est pas la parole, c'est les actions, c'est les émotions. Oui. Bah non, ce n'est pas de la parole, madame. Moi, je pense sincèrement que la communication, c'est quelque chose d'important à travers les gestes, certes, mais pas seulement, la parole. Et donc, du coup, c'est tout simplement le fait... Prenons l'exemple de la transmission de connaissances, par exemple. Je vais parler, que ce soit en cours de philosophie ou peu importe. Selon vous, c'est des paroles qui n'auront peut-être pas d'impact. Vous pensez que je vais parler là, actuellement, pour dire n'importe quoi? Mais non, je tente de vous faire passer une émotion. Les cours d'histoire géo. Certains pensent ici que ça n'a aucun sens. La positive, vous pouvez conclure. Mesdames, messieurs, j'ai eu plus de têtes tournées vers moi lors de ce court silence que lors de mes prises de parole. Le silence apporte l'inconfort et l'inconfort apporte l'attention. La vraie puissance ne réside pas dans les paroles, mais dans le silence.
parler pour ne rien dire. De façon explicite, comme je le disais tout à l'heure, il est impossible on ne peut pas parler et ne rien dire en même temps. De façon implicite, en revanche, il est important de souligner que tous les mots ont un sens. Tous les mots, et je prendrai l'exemple de Freud, un psychanalyste ou philosophe. Il interroge ses patients. Les patients répondent, certes, je suis d'accord avec vous, de temps en temps à côté. Pensez à conclure, monsieur. Mais dans ce que les patients disent, Freud arrive à prendre les bons mots. Les bons mots et faire un discours d'apparence qui n'a aucun sens, et il répond, il comprend et il soigne ses patients. Merci, monsieur. Mesdames et messieurs, c'est déjà la 5e et dernière joute. Changer, est-ce devenir quelqu'un d'autre? À la positive, nous aurons Asma Amri de Nancy. Et à la négative, nous aurons David Kasmarek de Valenciennes. La positive, vous avez 30 secondes pour introduire. Mesdames et messieurs, nul ne peut ignorer le changement ainsi que tout ce qu'il entraîne. En effet, comme l'hiver laisse la place au printemps, le corps humain ainsi que son identité se métamorphose assurément, et c'est pourquoi je tiens à affirmer dès à présent que changer, c'est devenir quelqu'un d'autre. Et que le changement, ainsi que tout ce qu'il entraîne, n'est qu'une conséquence profitable à l'être humain, dans le sens où c'est par ce cheminement complexe qu'il deviendra la personne qu'il a toujours aspiré à être. Décidément, c'est une affaire de Jules aujourd'hui. Toute l'après-midi, Jules César. Maintenant, permettez-moi d'en citer un autre, Jules Rouliot, qui disait « Je n'ai pas changé ». En effet, il reste le même jeune homme qui chantait des romances, qui inventait des dimanches, qui faisait voyager. Et nous sommes tous un peu Rouliot. En changeant, nous restons nous-mêmes. Le cœur reste le même. Honneur aux dames. Alors, je ne connais pas Monsieur Julio Iglesias, mais... Pardon. Quelle indignité. Pardon. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il affirme ne pas avoir changé, sachant que dans la vie humaine, nous passons par divers stades. Tout d'abord par l'enfance, puis l'adolescence, puis devenir un jeune homme, puis un homme. Alors, comment vous expliquez cela ? Je vais repartir de ce que vous avez dit en introduction. Vous avez notamment invoqué la science. Permettez-moi d'invoquer un grand scientifique, Lavoisier, qui disait « Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme ». Et en parlant de ça, on peut parler d'atomes. On voit très bien que malgré les réactions, le cœur de l'atome, il est toujours le même. Encore une fois, le cœur reste le même. Mais pardon, la transformation sous-entend le changement. Ah oui. Nous passons d'un atome A à un atome B. Je suis tout à fait d'accord. Pour créer de la nouvelle matière. Mais encore une fois, le cœur reste le même, le changement. On va continuer sur les explications scientifiques, si vous le permettez, en citant une source de référence, Pokémon. En Pokémon, il y a des évolutions, non? Dracofeu, il change. Pour autant, ça reste Dracofeu au final. Est-ce que c'est pas ça l'essentiel? L'apparence extérieure peut-être change, mais le cœur reste le même. Je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a diverses formes de changement. Il y a le changement de l'identité, le changement physique, le changement... Pour l'exemple de Pokémon, je ne saurais pas vous dire exactement de quel type de changement il s'agit. Mais revenons-en au sujet principal, le changement de l'être humain, de l'homme. Pas de souci. Et l'objectif de l'être humain, donc l'objectif d'un homme quelconque, vous et moi, qui est l'accomplissement de soi-même. Vous connaissez la pyramide de Maslow, avec différents stades, le besoin de sécurité, le besoin d'accomplissement, etc. Et donc le dernier, au sommet de cette pyramide, nous avons l'accomplissement de soi. Et pour atteindre l'accomplissement de soi, il faut nécessairement passer par le changement. Pas de souci. Je vais vous parler d'un homme qui a atteint le sommet de sa pyramide, qui a atteint l'accomplissement ultime, qui est devenu président de la République, dont le slogan était « Le changement, c'est maintenant ». Est-ce qu'un seul d'entre vous, dans cette pièce, aurait l'audace de me dire que François Hollande, malgré son changement, n'est pas resté le même homme?
Osez me dire que son compère Nicolas Sarkozy, pareil, qui disait toujours j'ai changé, au final n'est pas resté le même avec les mêmes affaires. Alors je ne suis pas d'accord, notamment pour François Hollande, parce que vous avez pu notifier, tous autant que vous êtes, un changement corporel de M. François Hollande, notamment lorsqu'il a eu des soucis avec sa compagne. Il a changé, mais est-ce qu'il n'est pas resté le même homme? C'est de notoriété publique, vous le savez. Il a même changé de femme, c'est resté le même homme. Il a eu des soucis dans sa vie privée, ce qui ont conduit à divers changements corporels. Tout comme il peut vous arriver, vous, de recroiser dans la rue quelqu'un que vous avez connu au collège ou au lycée et vous vous exclamez « Oh, mais comme tu as changé, mon cher ami, depuis tant d'années !» Alors, pardon, excusez-moi, pour François Hollande, c'est tout à fait... Alors, François Hollande a peut-être changé, pour autant il est resté de gauche. Aux dernières nouvelles, il n'est pas passé à droite, malgré sa surcharge pondérale. Le changement peut avoir diverses formes. On ne parle pas forcément de changer ses valeurs ou ses convictions politiques. On peut changer physiquement, on peut évoluer, adhérer à de nouveaux concepts, changer de voiture, changer... Vous êtes tellement limité dans votre vision. Mais changeons de prisme, parlons musique. Vous le savez, je suis amateur des vieilles canailles, mais pas de Johnny ce soir. Passons à Jacques. Jacques, dont l'un de ses titres préférés, c'est l'opportuniste. L'opportuniste, il change constamment, de veste, de position, d'opinion politique, même de pantalon à la fin. Pour autant, ça reste l'opportuniste, ça reste le même homme. Son cœur, aussi douteux puisse-t-il être, reste le même. Je ne suis pas d'accord, d'autant plus pour un musicien. Parce qu'un musicien, un artiste, est le type d'homme qui va... Pardon, excusez-moi, mais c'est là où on voit le mieux l'évolution et le changement dans le travail d'un artiste, qu'il soit musical, que ce soit de la sculpture, de l'architecture, que ce soit de la littérature. On les constate, on les entend et parfois, c'est pour ça qu'on dit « Ah, j'aimais mieux avant ces sons-là » ou bien « Cet artiste-là a changé, elle a évolué d'une autre façon » ou bien... Vous savez, par exemple, il y a des artistes qui essayent de vendre plus de disques et qui essayent de faire des morceaux un peu bâclés et avec ces mêmes rythmes répétitifs, ce qui joue en leur défaveur. Donc on peut observer ici un réel changement. Je suis tout à fait d'accord. Je vais vous en citer un autre, vous adorez les artistes musicaux, Michel Sardou. Michel Sardou, c'est quand même l'homme qui est passé du temps des colonies à la Java de Broadway. Osez me dire qu'il n'y a pas eu un changement quand même. Pour autant, Michel Sardou, c'est resté le même. Ses déclarations à la radio, c'est toujours aussi polémique. Quand il dit que le monde avant c'était mieux, ceci, cela, etc. Quand il fait trancher les opinions, ça reste Michel Sardou, c'est toujours le même. Il a beau avoir changé, le cœur de Michel Sardou est toujours le même. Je ne comprends pas pourquoi vous mentionnez autant de personnalités comme ça. C'est vous qui m'avez demandé de parler d'hommes. En fait, non, parce que je pense que vous vous éloignez de la question d'origine, qui est changer, est-ce devenir quelqu'un d'autre? Mais encore une fois, on parle que d'hommes qui ont prétexté avoir changé, parfois même qui ont changé. Je pense que vous avez mal compris la question. On ne parle pas de changer d'identité. On ne demande pas à Michel Sardou de devenir Michel Sardaigne ou je ne sais quoi. Rien à voir. On parle de son évolution personnelle, de sa construction, la construction de l'homme, toute la complexité que ça amène. Donc, ce sont des étapes, ce sont des échelons à gravir. Vous comprenez? Oui, cas très concret, je vais vous le dire. Avant de commencer ce débat, j'étais quelqu'un d'assez galant. Là, je suis beaucoup moins. Pour autant, est-ce que j'ai changé? Je ne crois pas, mais bon. Donc là, vous assumez que vous venez de changer. Ah oui, mais je suis toujours le même. En quelques minutes, juste. Toujours le même candidat au concours d'éloquence. Vous avez dit qu'avant le débat, vous étiez plus galant. Et maintenant, face à moi, vous manque légèrement de respect. Mais la question n'est pas de savoir est-ce que j'ai changé ou pas, c'est est-ce que le changement m'a fait devenir quelqu'un d'autre? Je peux être moins galant, je reste toujours le même candidat au concours d'éloquence. Ce changement d'être plus galant ou moins galant, vous observez le changement? Vous en avez conscience ou je crois que vous ne comprenez pas vraiment? C'est changer et devenir quelqu'un d'autre. J'ai changé, pourtant je suis resté le même. Non, mais vous devenez quelqu'un d'autre dans le sens où vous venez une meilleure version ou une moins bonne version de vous-même. Ah, là, c'est pas une question de changement, c'est une question d'évolution. Mais l'évolution ou le changement, quand on parle de... Vous savez que l'un et l'autre sont corrélés, d'ailleurs c'est sûrement un synonyme dans le dictionnaire. La différence, c'est qu'une évolution, ça indique souvent quelque chose, vous voyez, d'assez optimiste d'une certaine manière. Tandis que là, parfois, quand vous me parlez de changement, on ne comprend pas trop exactement, vous avez tendance à dire que le corps change pour le meilleur comme pour le pire. Oui. Il n'y a pas de jugement de valeur, c'est on change pour le meilleur comme pour le pire. D'accord. Mais étant quelqu'un de différent, je ne suis pas persuadé.
Vous auriez pu me rétorquer l'exemple de la chenille qui se transforme en papillon. Je vous répondrai oui, c'est vrai, je vous le concède, la chenille change, Oui. c'est vrai. Mais le cœur de cette petite bête toute mignonne, c'est toujours le même. C'est toujours la même petite bête toute mignonne qui mange des petites feuilles. Oui, L'état d'esprit est le même. Non, justement. Et chez l'homme si souvent Vous inspiré de pensez que l'état l'animal. d'esprit d'une chenille est la même que l'état d'esprit d'un papillon? Ça n'a plus rien à voir. Enfin, Elles je n'ont crois que pas les l'état mêmes d'esprit d'un capacités. animal, concrètement, Non, c'est elles n'ont survivre pas et les- manger. non, hein, mais- Elles n'ont plus les mêmes capacités. Donc, Une fois que bon. vous n'avez plus les mêmes La capacités. positive, vous pouvez conclure. Eh bien, même si le changement peut susciter des peurs ou des appréhensions, il est nécessaire de trouver un équilibre, car finalement, changer et devenir cette meilleure version de vous-même ne peut être que bénéfique. Et je terminerai avec une citation d'Albert Einstein qui nous dit que la folie serait de faire tout le temps la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Je vais terminer en reprenant vos propos. Vous avez mentionné qu'en changeant, on pouvait devenir meilleur. Je pense que nous tous ici, à 47 et même plus pour le public, en assistant à tout ça, on a changé. Pour autant, est-ce qu'on est différent? Non. Meilleur? Oui, sûrement. Finalement, changer, c'est chercher tous les chemins pour rester soi-même. Malgré le temps qui passe, malgré les contraintes de la vie ou ses impromptus, changer, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est rester soi-même pour continuer à faire battre le cœur qui est en chacun de nous. Merci beaucoup à toutes les candidates et tous les candidats. Le jury va maintenant se retirer pour délibérer et va revenir dans quelques minutes. Merci d'être resté pendant cette délibération qu'on peut trouver longue ou courte selon les amateurs d'éloquence. Merci d'être resté. Merci encore aux 10 candidates et candidats pour leur brillante performance d'aujourd'hui. On va commencer d'abord par appeler sans ordre, bien évidemment, les personnes qui ne sont pas dans le top 5 afin qu'elles se voient remettre un cadeau que Madeleine va pouvoir leur remettre. Et ensuite, le jury va annoncer le top 5 avec les cadeaux plus spéciaux et surtout plus chers. Évidemment, on est alliés à eux, donc ici, l'argent fait le bonheur. Alors, parmi les personnes qui ne sont pas dans le top 5, je vais appeler Brian à venir. Je vais aussi appeler Asma. Est-ce que j'attends ou est-ce que je le fais maintenant? Elle se fait désirer. Très bien. J'appelle aussi Cédric. J'appelle Lucas. Et enfin, j'appelle, d'après vous, Robin. Je vous laisse maintenant entre les mains expertes du jury qui va avoir la lourde tâche de faire des heureux et des malheureux. En tout cas, messieurs, tout simplement, hein, malheureusement, messieurs, vous avez la parole quand bon vous semble. Bonsoir. J'ouvre la fameuse liste du top 5. Alors, on va commencer par le 5e. Et le 5e, c'est Antonin. En 4e position, nous avons Sophie.
Ouais, c'est... ouais, j'ai la position l'une des plus dures à annoncer, donc je vais y aller direct. Donc la personne qui arrive en 3e position est... J'adore ce silence. Amen. Et pour finir, la personne qui sera le ou la grande gagnante de l'intérêt du concours d'éloquence sera... Oh, David. Je vous promets que c'est pas biaisé à cause de son prénom. On va quand même accueillir Pauline qui finit 2e, on l'applaudit. C'est ça. Par sécurité. Allez-y, vous faites des retours. Ah non, mais t'inquiète. Ah pardon. Plus simple. Merci à toutes et à tous d'être venus pour cette journée à l'IAE de Lille pour le concours d'éloquence inter-IAE. Je pense qu'on peut applaudir très fort les 10 participants. Merci aussi à l'IAE de Lille qui a organisé cette année l'édition de ce concours d'éloquence. Et bravo à toutes et à tous, cher public, d'être venus, d'être restés, d'avoir encouragé, applaudi. Vous êtes les meilleurs et donc restez comme ça.